tout le monde, bienvenue au trio économique qui se transforme encore une fois en quatuor. À partir de maintenant, nous démarrons le mode générosité parce que définitivement, avant la mise en onde, c'était sacrément pas généreux. Boy, ouais, ça sentait la poursuite. Hein, fait que, ça faisait dur, mais Vincent a invité un ami. Comment tu l'appelais, Vincent? Le grand économiste français, c'est ça? Oui, le grand économiste français, Brian Braguet. Donc les insultes commencent directement au Québec. Donc, Brian, ceux qui... Le nom leur dit quelque chose, puis il n'est pas grand ni français, là, il est suisse. On va mettre ça au clair tout de suite. Le nom qui leur dit quelque chose, c'est Too Close to Call, un agrégateur de sondage que vous voyez passer beaucoup sur Twitter. Donc, c'est carrément son modèle à lui, qui est le pendant un peu de ce qu'on voit avec QC 125, si on veut. Là. Je pense que les deux, vous êtes en forte compétition, généralement à chaque élection. Fait qu'on va rentrer un peu dans le monde des sondages avec lui aujourd'hui, justement. Puis qu'est-ce qu'il fait? Brian, tu es un universitaire. Vincent, je vais te laisser le présenter quand même. C'est beaucoup plus sage de te laisser faire ces présentations-là, vu que c'est un très bon ami à toi. Ouais, ben écoute, Brian, en gros, on s'est connus à l'Université de Montréal, T'es un an plus vieux que moi en termes de J'ai 38, donc un peu plus qu'un an quand même. Okay, t'étais 1 ou 2 années devant moi au bac. Économie politique à l'UDM, tu as fait tes études doctorales à UBC, puis là, si je me souviens bien, tu es à Columbia College. Lingard College. J'ai commencé à Columbia College et maintenant je suis à Lingard College. Ouais. Okay. En Colombie-Britannique. Ouais. Brian se fait surtout connaître, comme Yann a dit, pour le Too Close to Call. Mais je pense puis Too Close to Call, en gros, c'est un site pas juste d'agrégateur de sondage, mais aussi de prédiction, comté par comté, de qui peut gagner. Puis si je ne me trompe pas, Brian, tu l'as fait pour le Québec, l'Ontario, BC. Je ne sais pas si tu l'as fait pour Alberta, puis tu l'as fait fédéral aussi. J'ai fait Alberta 1 ou 2 fois. C'est ça. En général, je fais les grosses élections. Je ne m'occupe pas des provinces, des maritimes. C'est un marché un peu trop petit. Puis, honnêtement, c'est vraiment difficile à faire, à projeter. Donc, je préfère ne pas les toucher. Maintenant, je fais les grosses provinces, le fédéral, les courses au leadership quand on a des données, que ce soit au Québec ou au niveau fédéral. Donc, c'est ça, à peu près. J'ai pas, à l'inverse de, par exemple, de Québec 125 ou d'autres sites, j'ai pas forcé, moi je m'engage pas à faire toutes les courses, toutes les élections à tous les jours parce que ça m'ennuie un petit peu de faire ça entre élections. Donc je le fais quand ça m'amuse, quoi. Okay. Fait que, ben, première grosse question, pourquoi faire ça? Là? Juste pour que les auditeurs comprennent, c'est quoi le trip de faire ça? Puis après, on va faire comment ça fonctionne exactement. Là, puis pourquoi les autres, c'est de la bullshit, bien sûr. Ouais, ok, ben merci beaucoup. Juste une correction, je crois qu'on s'est rencontrés à l'ADQ, en fait. Après, on est allé... C'est vrai. C'était pas encore à l'Université de Montréal. On s'est rencontrés à l'ADQ en 2005 ou 2006. J'avais fait un stage, c'était un de ces cours bidons de sciences politiques où, en gros, tu reçois 3 crédits pour aller faire un stage quelque part. Puis, on a fait notre stage à l'ADQ. On aidait cette candidate vraiment poche à Montréal qui voulait même pas sortir les pouces du cul pour récolter ses propres signatures. On devait récolter ses signatures pour elle. C'était assez hallucinant. Mais bon, c'était à l'époque. Ça, c'est avant que Vincent devienne un grand fan d'Éric Kerr ou c'est après? Là? Juste pour situer les auditeurs. Secrètement, il était déjà pas mal fan. De Proulx. Il adorait Proulx. Il pensait que Proulx devrait être. Oh my God. Écoute, j'avais tellement oublié cette phase-là de ma vie. Puis, ouais, non, ça essayé de le cacher puis de l'enlever des médias sociaux, mais voilà quoi. Avant que je commence, les gars, on a le droit de dire le mot ON ici ou c'est juste pour les débats à la télévision, quoi? Juste pour que je sache les règles. Ici, on dit pas mal ce qu'on veut. Là. Ok, non, je vais peut-être challenger un de vous pendant le débat. Donc non, tu me demandais pourquoi j'ai commencé à faire ça. Honnêtement, quand j'ai commencé, genre en 2011, il n'y avait pas tant de choix. Il y avait Democratic Space, du gars qui est maintenant à McGill, qui existait. Éric Grenier, je crois, avait commencé aussi, mais honnêtement, il n'y avait pas tant de personnes. Maintenant, tu sais, avec Twitter et tout, tu as genre
50 personnes qui font des projections parce qu'ils ont réalisé que c'était pas si difficile que ça. Je veux dire, tu prends les données, tu prends les sondages, et si tu n'as pas de vie et que tu veux juste agréger les sondages à toutes les heures, ben, tu peux le faire. Donc, honnêtement, c'était pour ça. Puis je voulais avoir mon propre modèle pour pouvoir faire des simulations et tout. Puis après, c'est ça, j'ai commencé à travailler dans des médias, dans des journaux. Puis j'aime ça. La question est intéressante parce que je crois qu'en 2019, si tu regardes mon post, le dernier poste pour l'élection fédérale de 2019, je crois que j'avais dit que ce serait ma dernière, que j'étais un peu tanné de faire ça. Et puis, au final, j'ai décidé de continuer. Une des raisons, c'est parce que je voulais couvrir le référendum au Québec qui devait avoir lieu cette année sur le mode de scrutin. Puis bon, ben voilà, quoi, le gars a décidé qu'il n'y aurait même pas de référendum. Donc, bon, tant pis pour moi, quoi. J'avoue que ça aurait été un changement assez majeur pour toi dans ton système de projection. Tu aurais dû redesigner le produit au complet de ton côté. Oh ouais, non, dépendamment du système et tout. Parce que ça rendrait ma job beaucoup moins importante. Je veux dire, si on avait de la proportionnelle pure, par exemple, je veux dire, tu fais la moyenne des sondages, les libéraux sont à 18%, boum, ils auront 18% des sièges. Je veux dire, tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'analyse, quoi. Mais là, ce qui était envisagé de mémoire, Vincent, c'était pas genre une espèce de liste où il allait prendre 25 des 125 et eux, ils allaient les soumettre à un vote proportionnel, puis après ça, les répartir comme par région. En tout cas, les gens n'ont pas trop compris, là, je pense, là, mais de mémoire, c'est ce que j'avais retenu de leur proposition. Là. Non, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la proportionnelle mixte. En fait, c'est à peu près le même projet que Jean Charest voulait imposer en 2003. On oublie toujours ça, mais Jean Charest, quand il a pris le pouvoir en 2003, l'une de ses grosses promesses, c'était d'introduire la proportionnelle. Il a fait tout le boulot, ils ont fait des commissions parlementaires, tout comme Legault. Et comme Legault, après 1 ou 2 ans, quand est venu le temps de passer la loi, ils ont demandé aux backbenchers, hey, ça vous tente-tu de perdre votre siège? Puis les backbenchers ont dit non, on veut garder notre salaire. Puis donc, ils ont dit, oh non, ben, personne n'en a rien à faire de la réforme électorale, donc on va pas la faire. C'est pas mal ça, pareil. Moi, une question que j'ai tout le temps eue pour toi, Brian, parce que c'est des chiffres, puis je suis actuel à la formation, fait que par nature, je suis fan de ton travail. Mais tu tweaks-tu beaucoup ton modèle d'élection en élection? T'essayes-tu de le raffiner ou c'est à peu près toujours la même recette ce que tu vas faire? Non. Il a changé, peut-être ironiquement. Je crois qu'il est devenu plus simple au cours des années. J'avais l'habitude d'utiliser les élections précédentes. Je voulais faire des régressions, ce qui est juste un modèle statistique pour estimer les coefficients par région et tout. Et au final, ce que j'ai réalisé, c'est la simplicité va mieux. Honnêtement, c'est pas la première fois qu'on me pose la question, mais des fois, les gens croient que genre, le modèle est incroyablement compliqué et tout. Mais dans les faits, c'est juste tu prends les résultats de la dernière fois, tu prends la moyenne des sondages et tu combines les deux. C'est à peu près ça. Tu as des ajustements ici et là. Après, tu fais par région. Là, actuellement, je suis en train de travailler pour peut-être ajuster avec la langue parce qu'on voit les libéraux au Québec qui chutent beaucoup chez les Anglais. Donc, c'est à peu près nouveau. Mais sinon, honnêtement, je le dis toujours, 90% de la job de faire des projections, c'est de collecter tous les sondages puis de deviner la moyenne des sondages corrects. Je veux dire, si tu as les intentions de vote correctes, tu as fait 90% de la job d'aller là. Donc, puis d'une élection à l'autre, si tu es meilleur ou moins bon, la plupart du temps, c'est simplement parce que tu as mal agrégé les sondages. Je pense par exemple à Philippe Fournier en 2018, il y a 4 ans. Il a fait l'erreur d'écouter Claire Durand, Claire Durand, c'est une experte, c'est une sociologue en sondage, mais des fois, ce qu'elle dit, c'est juste idiot, honnêtement. Puis elle aime passer ses opinions comme des faits à chaque fois. Puis elle avait l'opinion que les libéraux au Québec étaient toujours sous-estimés, alors même que les données montrent que ce n'est pas le cas. Ils sont des fois sous-estimés, mais ce n'est pas toujours le cas. Puis donc, il a fait l'erreur de l'écouter. Et dans sa moyenne des sondages, il ajustait pour mettre les libéraux plus élevés. Puis si tu regardes ses projections il y a 4 ans, il avait la CAQ qui gagnait par juste 1 point, puis genre 4 sièges, un truc comme ça, ou à peine une majorité ou proche d'une minorité. Donc bon, au moins, il a arrêté de faire ça, mais ça montre juste que peu importe le modèle, peu importe à quel point tu veux être prétentieux, puis de mettre toutes tes données socio-démographiques et tout, si tu n'as pas les bons pourcentages, si tu n'as pas le bon input en bon français, tu n'auras pas le bon output. C'est aussi simple que ça. Ben, juste pour distinguer un truc, là, il y a un truc qui m'énerve dans les fois les gens qui attaquent
les agrégateurs un peu, les prédictions. C'est l'idée que il faut que tu juges sur la qualité du dernier call qui est fait. Mais en fait, c'est pas de même que tu dois juger un modèle. Tu dois le juger sur qu'est-ce qui arrive si tu lui donnes l'information exacte de ce qui s'est produit. Puis j'ai toujours eu un problème avec ça parce que dans tous les sondages, il y a toujours l'espèce de crise de question, les autres partis. C'est toujours comme les autres partis font du 3, 4, 5 %, mais en réalité, les autres partis ne font jamais ça parce qu'ils n'ont jamais 125. Probablement que s'ils avaient 125 candidats, je suis sûr que si on regarde dans les comtés où toutes les autres partis sont là, ils font peut-être en moyenne, dans tous les comtés qui sont tous là, 3, 4, 5 %, mais il n'y en a aucun d'entre eux qui, dans la somme, parce qu'ils ont tous leurs candidats, font le 3, 4, 5 % qu'ils ont. Puis des fois, dans des comtés à des marges vraiment infimes, ça doit avoir un effet. Fait que, déjà là, tu as toujours une sorte de marge d'erreur qui vient. Mais si tu donnes le bon data national, ça donne quoi, mettons, comme pourcentage de réussite, le modèle TAD de Québec 125 versus, mettons, le tien? Si tu leur donnes le résultat des votes de l'élection en soi. On va être assez proche d'une élection à l'autre. Honnêtement, avec les bonnes données, si on a les vrais pourcentages, on peut prédire, je dirais, entre 90 et 93 %. Peut-être un peu plus si on est chanceux lors d'une élection. Un peu moins lors d'une élection, je dirais, comme 2015, où tu as vraiment un réalignement politique au niveau fédéral. Et puis, tu as des changements un peu bizarres. Mais de manière générale, 90 %, ce qui est déjà pas mal. Je veux dire, c'est à peu près le même pourcentage de réussite que quelqu'un comme Nate Silver aux États-Unis, où lui, il a des sondages dans absolument tous les États. Il n'a pas besoin de faire des projections et tout. Il fait juste agréger les sondages par État, puis il en a une douzaine par jour. Donc, ça, c'est bon. Au final, à chaque élection, il y a à peu près 5-10 % des comtés qui vont dans des directions où tu regardes, puis ça n'a pas de sens. Puis des fois, c'est un effet local, des fois, c'est un effet genre par hasard de participation et tout. Donc, non, c'est ça, mais ça marche assez bien. Mais juste pour ajouter là-dessus, non seulement les gens ne réalisent pas qu'effectivement, il faudrait nous comparer avec les bons résultats, mais les sondages, ils ont la vie beaucoup plus facile que nous. Les sondages, si par exemple, le soir d'élection, ils avaient dit « Oh, la CAQ sera à 33 % puis qu'elle finit à 36 », ils vont tous dire « c'est dans la marge d'erreur, bien joué, tu sais, t'as fait une bonne job ». Mais pour des personnes comme moi où on fait des projections, la différence entre la CAQ à 33 puis la CAQ à 36, ou à partir de 3 points pour plusieurs sièges. Ça peut être 10, 15. Au niveau fédéral, ça peut littéralement être 30 sièges. Donc, on a besoin d'être beaucoup plus précis, puis on est beaucoup plus sensible à des petites différences comme ça. Par curiosité, les données que tu utilises dans tes sondages, est-ce que c'est les données avant répartition des indécis ou après? Donc, moi, j'utilise avant parce que je répartis les indécis non proportionnellement. Parce qu'effectivement, les sondages, puis pour ceux qui nous écoutent, ce que les sondages font, c'est qu'ils posent la question pour qu'allez-vous voter. Il y a des gens qui disent je ne sais pas. Des fois, on leur pose une deuxième question, genre OK, tu ne sais pas, mais est-ce que tu penches pour un parti ou l'autre? Mais après, au final, il reste souvent entre 5 et 15 % de personnes qui disent je ne sais pas ou je ne veux pas vous dire. Et donc, ce que les maisons de sondage font, c'est qu'essentiellement, ils enlèvent ces observations. Il faut juste, ils partent du principe que ou ces personnes ne voteront pas, ou si elles votent, elles vont voter comme les autres personnes. Donc, ça fait une répartition proportionnelle et je crois que c'est une erreur parce qu'on peut voir si on analyse les élections précédentes, il y a quelques tendances que l'on remarque à peu près toujours. Le gouvernement sortant fait un peu mieux parce qu'en général, il est plus populaire avec les personnes âgées. Les petits partis à 5, 3, 5, 10 %, ils reçoivent à peu près aucun indécis. Il n'y a aucun indécis qui... Si tu es indécis le jour avant l'élection, tu ne vas pas aller voter vert en général. Tu ne voteras pas ou tu voteras pour le gouvernement sortant. Donc non, je prends les données avant répartition. Puis par exemple, pour donner exactement les chiffres, lors de sélection ici au Québec, je donne 50 % des indécis au gouvernement sortant. C'est en général moi ce que je fais. Donc, je booste le gouvernement sortant et les autres, je les baisse un peu, quoi. Okay. Jusqu'à quelle proportion d'indécis on peut avoir? Là? On est plus dans le sondage que dans l'agrégat. Mais en fait, deux questions. Comment tu interprètes quand tu cumules des sondages toutes les autres données extérieures qui n'ont pas rapport nécessairement avec l'intention de vote, genre à quel chef accordez-vous le plus de crédibilité? Puis il y avait aussi des questions du genre
quel chef a connu la meilleure campagne? Là, ben, des fois, tu compares ces questions-là, puis on dirait que ça n'a comme pas vraiment de sens avec ce que les gens ont répondu aux autres questions. Est-ce qu'il y a une manière de comptabiliser ça ou est-ce que tu accordes ne serait-ce qu'un début de crédibilité à ce genre de choses-là? Là? Parce que c'est souvent... Moi, j'ai l'impression que ces données-là, c'est plus utilisé après pour faire des genres de spin. Là. Comme là, on a vu 25% des gens pensent que Legault fait la meilleure campagne. Là, tu cliques sur le truc, ça te dit 40% des gens finalement, n'avaient aucune opinion là-dessus. Moi, si tu poses une question aux gens, puis près de la moitié ne savent pas quoi répondre, la réponse que tu as à l'autre bout n'est pas significative. Là. Non, c'était la question qui était conne. Ouais, non, c'est ça, exactement. Non, moi, personnellement, j'utilise pas. J'utilise vraiment juste les données des attentions de vote par région, par langue, par âge et tout, mais j'utilise pas ces autres données. La plupart du temps, soit elles sont, honnêtement, comme tu as dit, inutiles, ou elles sont super corrélées. Qui a gagné le débat, qui est le meilleur chef, qui fait la meilleure campagne et pour qui tu votes. Essentiellement, c'est 4 fois la même question pour la plupart des gens. Donc, c'est pas super important. Tu as demandé le pourcentage d'indécis. Ça dépend de la méthode de sondage. Les sondages, par exemple, par téléphone, ils ont souvent davantage d'indécis. Par exemple, je pense au sondage forum, où des fois, ils vont avoir 15-20% d'indécis, alors que d'autres sondages vont des fois avoir seulement 2 ou 3%. Donc, ça un genre de léger, dans le fond, qui est un panel. Ça dépend aussi beaucoup comme j'ai dit, si on fait la deuxième question ou on leur demande pour qui tu penches, ça aide beaucoup de faire ça, mais certains sondages ne font pas ça. Ils demandent pour qui tu votes, et puis si tu es indécis, ben voilà, c'est fini, tu ne te poses plus aucune question. Donc c'est ça, à peu près, en moyenne, je dirais entre 5 et 10, si on fait la moyenne des sondages. Chacune des firmes, moi j'ai toujours préféré les agrégateurs parce que je me suis toujours dit, chacune des firmes de sondage a ses propres biais. Que ce soit des biais méthodologiques ou même idéologiques, ils ont tous leurs propres biais. Je pense que ce qui est évident présentement dans la campagne, c'est qu'on a à peu près juste du Main Street puis du léger, là, ce qui est un peu fréquent pour un gars comme toi, j'ai l'impression. Ouais. Je pense que tu préférais avoir d'autres firmes de sondage qui se mettent le nez un peu. Mais le léger, qui est un panel, donc c'est une base de données web qui ont constitué au fil du temps, versus un Main Street qui est vraiment des appels téléphoniques qui sont faits, ben, je vois la logique qu'il y ait plus d'indécis du côté de Main Street, évidemment, que de léger, parce que léger, les gens ont volontairement adhéré à la plateforme pour faire des sondages. Fait que quand tu en reçois un, généralement, tu es plus tenté de le faire que quelqu'un qui t'appelle random. Le problème que je vois avec léger, c'est que pour le Québec, j'ai beaucoup de difficultés à penser que sa base de données n'est pas contaminée par du militantisme, alors qu'en dehors du Québec, je ne pense pas qu'ils vivent ce problème-là tant que ça. Puis historiquement, si je ne me trompe pas, c'est une firme de sondage qui est plus précise à l'extérieur du Québec qu'au Québec. Mais ça, c'est des impressions peut-être, là, mais... J'essaie de me souvenir. Bon, je me souviens surtout de 2018 où en fait à peu près tout le monde était dans l'erreur au Québec. Tout le monde avait sous-estimé la CAQ et surestimé les libéraux. Donc je pense pas, Léger n'avait pas particulièrement bien fait, mais ils étaient pire que les autres. Moi, je me souviens qu'avant l'entrevue, j'ai été voir, j'ai pris le dernier sondage. Il y avait comme, je pense, 6 jours entre le dernier Léger et l'élection, puis 3 jours entre le dernier Main Street et l'élection. Fait que peut-être qu'il y a un facteur de temps. Mais j'ai juste pris la méthode la plus paresseuse pour voir les erreurs. J'ai pris la somme du carré des erreurs, là, puis tu fais juste voir. Il n'y avait aucune différence entre léger. Mais, il y en avait une petite, mais ça arrivait. Mais personne n'avait vu les libéraux à quoi ils ont fait 24 points quelque chose alors que tout le monde leur donnait à peu près 30-31. Je crois qu'il y avait une firme, Angus Reid, possiblement, qui les avait à 25, mais ils n'avaient pas la coalition Avenir Québec à 37. Au final, je crois que c'était plus une question de participation. J'ai l'impression que les Anglos sont restés chez eux il y a 4 ans. Donc, c'est bien beau de sonder à 75% chez les Anglos. S'ils ne sortent pas voter, ben voilà, quoi. Puis on le voyait lors du vote par anticipation. Mais ce que tu disais, Yann, je suis complètement d'accord. Et, par exemple, tu vois d'autres sites d'agrégation qui ils passent tellement de temps à essayer de trouver la pondération optimale de ces sondages. Genre, ils vont pondérer en fonction de la taille d'échantillon, si le sondage est un jour plus vieux ou un jour plus récent, et puis ils vont avoir, genre, si la firme a été plus précise la dernière fois et tout. Puis moi, ça me fait marrer, ce genre de truc, parce qu'à chaque élection, je les bats. Puis ce que je fais, moi, je fais une moyenne simple. Je fais un sondage par firme lors de la dernière semaine, et puis c'est fini. Je ne donne pas davantage de poids si tu es un jour plus tard ou si tu as 200 observations de plus. Parce qu'effectivement, la différence principale au final, c'est plutôt aléatoire et 2, c'est ta méthode de données. Donc, je préfère avoir beaucoup de firmes avec différentes méthodologies plutôt qu'avoir une firme avec
une méthodologie, mais genre 3000 observations. À un moment donné, tu n'as aucun bénéfice additionnel d'avoir davantage d'observations, à moins de vouloir aller dans les régions. Donc, moi, c'est ça, je donne le même poids à tout le monde. Et donc, effectivement, c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup mis à jour mes projections récemment durant cette campagne, parce que le seul moyen de les mettre à jour, ce serait de essentiellement rendre ma moyenne complètement dépendante des Main Street. Et j'ai vraiment pas envie de faire en sorte que je sois autant dépendant d'une seule firme, parce que Main Street, même si ils ont des fois des chiffres bizarres quand même. Main Street, vu qu'ils sont à tous les jours, tu fais juste prendre le dernier techniquement, puis tu prends le léger. Je pourrais faire ça, effectivement, mais je pense, par exemple, avant que Léger publie ces 2 nouveaux sondages, il y a une période de temps où, si je voulais combiner un Main Street à un non-Main Street, ma seule option, c'était un Léger qui était vieux de 2 semaines. Ça devient un petit peu idiot. Ou je garde le Léger pour avoir une autre firme, mais je sais que ces données sont probablement inutiles à l'heure actuelle, ou alors ma moyenne devient 90% Main Street. Et donc là, maintenant, je deviens le projectionniste de Main Street. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, je ne mets pas à jour. Mais bon, je pense qu'on aura des sondages d'ici la semaine prochaine. Et puis, tant qu'on en a au moins 3 ou 4, ça me satisfait. Juste pour le fun, là, parce que tu parles des sondages, puis tu as parlé des tailles d'échantillons. Moi, je me souviens d'une fois que j'entendais puis je suis sûr que toi, ça t'arrive bien plus souvent que moi, mais je pense que c'était Chantal Hébert, elle disait, ce sondage-là, il y a 1000 observations de plus, puis c'était un sondage, je pense, de 2500 personnes versus 3500. Puis je me souviens que j'étais là comme, écoute, je suis pas un je peux pas te faire la table de distribution dans ma tête automatiquement, mais 1000 personnes de plus, si ton échantillon est parfaitement... Ouais, tu peux le faire, puis c'est stupide. Ils ont fait ça un peu avec le dernier léger qu'ils ont fait. Ils ont dit qu'il y avait 3000 répondants, donc c'était mieux que Main Street, mettons qu'il y en avait 1000. Mais Brian a dit tantôt exactement la bonne raison pour le faire. La seule raison pourquoi tu veux aller à des observations plus élevées, c'est d'avoir un meilleur portrait régional. Ouais. Parce que si tu arrives avec la région de Québec puis tu as 200 observations versus 400, il y a vraiment une méchante coche de différence. Mais pour le niveau national, dès que tu as 1000 observations au Québec national, là, tu te ramasses avec une marge d'erreur qui est en dedans de 3%, 95% du temps. C'est parfait, là. C'est ça que tu veux. Ouais. Là, mais juste pour... Parce que les gens, puis ça, je ne sais pas comment les commentateurs ne comprennent pas ça. Là. J'ai vraiment de la difficulté avec la capacité statistique, puis économique, puis de logique, de stats de base du journaliste moyen, puis du commentaire. En fait, encore plus vraiment mauvais. Puis, je veux dire, dans leur tête, ils pensent que juste la taille de l'échantillon peut avoir un effet sur l'estimé que tu génères. Oui, c'est sûr, tu sais, que si tu augmentes ta taille d'échantillon, tu ne vas jamais avoir un problème. Mais l'affaire, c'est que si tu captures des trucs qui sont de plus en plus rares par définition, tu vas finir par avoir plus de gens qui sont vraiment proches de la moyenne. Ton estimé tu vas l'améliorer, mais de manière vraiment triviale après. Et puis si tu as un problème dans ton échantillonnage, par exemple, disons que ceux qui ont entre 18 et 34 ans qui acceptent de répondre à ton sondage ne sont pas représentatifs des vrais 18-34 ans, parce que je pense par exemple au sondage par téléphone. Qui a entre 18 et 34 ans et qui répond à son téléphone quand c'est un numéro qu'ils ne connaissent pas? Honnêtement, il n'y a personne qui répond à son téléphone. Je ne réponds même pas à mon numéro de téléphone quand c'est ma blonde. Exactement. Donc, tu peux augmenter cette taille d'échantillon à 10 000. Tu fais 1 million d'appels, puis tu as 10 000 personnes. Ce ne sera pas valide de toute manière, je dirais. Et donc, il y a vraiment... Tu parles, Vincent, de genre des journalistes et tout. Moi, où je suis plus capable, c'est à chaque fois qu'on a encore des débats sur les sondages hors ligne. Genre ceux qui croient parce qu'ils ont regardé une page sur Wikipédia de statistiques, puis c'est là, ouais, non, mais léger, c'est un sondage en ligne, donc il n'y a pas de marge d'erreur, donc c'est pas valide. Et puis, tu as beau leur dire, OK, je comprends, en théorie, tu as raison. En théorie, tu as raison. Si tu fais statistique 101, tu as raison, ça ne devrait pas être valide. Mais dans les faits, si tu regardes la réalité des 15 dernières années, les sondages en ligne, ça fonctionne. Léger, c'est de loin la firme la plus précise au pays, puis il faut des sondages en ligne. Donc, à un moment donné, il faut quand même réaliser que ta théorie puis la pratique, c'est 2 trucs différents. Donc, mais ça me dépasse à quel point on a encore ces arguments en 2022. Tu as encore des gens qui vont attaquer les sondages en ligne, alors même qu'on a plein d'évidences qu'ils sont au moins aussi précis que les autres sondages. Je ne comprends pas. Mais j'ai jamais compris cette attaque-là sur les sondages en ligne. Parce qu'au final, tu peux juste... Je veux dire, je comprends que si les gens se sont choisis dans l'échantillon, tu peux dire qu'il n'y a pas vraiment de marge d'erreur, tu as une population qui est unique. Mais ça ne fait pas de sens parce que techniquement, à un moment donné, tu as dû les inviter à venir. Puis là, il doit y avoir un élément d'échantillonnage dans qui participe dans le premier. Parce que là, ce que je comprends, c'est que léger, genre, mettons léger, il y a comme 10 000, 3 000,
je sais pas Je le pense nombre que de Léger... 300 000 qui se sont inscrits à un moment donné, Ouais. puis que là, ils ont leur nom. Puis là, dans ça, Léger choisit un nombre à chaque shot. Mais Chris, je veux dire, les gens qui ont décidé d'embarquer dans le premier échantillon, là, je veux dire, dans le gros panel, d'être dans la base de données, il a dû avoir un mécanisme de sélection. Donc, il doit avoir une distribution. Il y en a un mécanisme, je peux te le dire, moi j'en ai déjà répondu. Quand, mettons, tu te connectes, là, ça dit, vous avez un nouveau sondage à répondre. Là, si tu te connectes dessus, ils vont te demander, es-tu un homme ou une femme, de quelle région tu es, rentrer certaines informations, puis à un moment donné, tu rentres l'information qu'ils ne veulent pas, entre guillemets, parce qu'ils ont déjà ce qu'ils veulent. Puis ils disent, désolé, le sondage est déjà complet, quelque chose. Ça c'est un mécanisme de sélection, dans le sens que sinon, tu te ramasses qui a répondu à ton sondage? Ben, que des gens qui vivent à telle place. Puis, OK, fait qu'en gros, ils font déjà des strates de ce qu'ils veulent. Ouais, je savais pas que ça. Oui, parce que c'est contrôlé. C'est contrôlé pour la démographie. Puis je pense que c'est bien expliqué là, à la fin. Là, ils contrôlent pour le revenu, ils contrôlent pour la géographie et tout ça. Mais il y a une chose, par contre, qui sont vulnérables à une chose, Léger. Ouais. C'est pour ça que c'est plus pour le Québec, mon questionnement de leur côté. Sont vulnérables au militantisme. Ouais. Je pense pas que pour les libéraux, ça les affecte. Je pense pas que pour les péquistes, ça les affecte. Et je pense pas que les caquistes, ça les affecte non plus. Les libéraux n'ont pas de militants. Les péquistes, moi, je pense que les péquistes sont influencés. Québec solidaire. Québec solidaire, où est-ce que tu as réellement un parti ultra militant, ultra mobilisé, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de jeunesse. Là, je pense que de ce côté-là, il y a un biais de sélection qui peut être assez grand au niveau de Léger. Puis, Parti conservateur, s'il y a un biais, ce serait plus à la baisse parce qu'il le déteste profondément, plus que d'autres choses, mais je n'irais pas là, honnêtement. Ce serait vraiment plus... la seule vulnérabilité que j'ai avec la méthode Léger, ce serait le militantisme d'un parti politique qui serait exacerbé. Puis Québec solidaire, c'est des bons candidats, je pense, pour eux autres. Moi, je pense que si je devais essayer de deviner le parti qui serait le plus influencé, moi, je dirais le PQ. Mon expérience d'avoir fait ça pendant 10 ans, c'est ceux qui sont le plus militants en termes de sondage et qui vont essayer de truquer tes sondages en ligne et tout, qui vont attaquer les sondages, c'est les péquistes. Les péquistes, qu'ils soient à 30% ou à 5% des sondages, je dirais, ils sont vraiment en forme sur Twitter et tout, ils ne vont pas te laisser passer. Mais bon, après, c'est là que si c'était juste un sondage, si Léger avait simplement dit, bon, tous ceux qui veulent être membres de notre panel, vous êtes les bienvenus, puis voilà, vous êtes maintenant sur notre panel, okay, je serais d'accord avec toi, mais la valeur de Léger, dans les faits à l'heure actuelle, c'est firme, la valeur, c'est d'avoir assemblé un panel qui vaut quelque chose. Et donc, je fais confiance comme à Léger qu'ils doivent avoir mis en place quelques mesures pour essayer d'éviter d'avoir ce militantisme. Je crois que Crop ne fait plus de sondage politique parce qu'ils se sont fait chier dessus assez par tout le monde depuis quelques années. Donc, en fait, ils ont dit, on en a assez, on va arrêter, on reçoit de la publicité négative. Mais ils avaient un papier, à peu près il y a 10 ans, sur leur site, qui expliquait exactement cela. Ils expliquaient comment ils sélectionnaient ceux qui pouvaient être dans le panel, puis comment ils avaient découvert que, en gros, si tu essaies de sélectionner puis d'éviter les biais en demandant pour qui tu vas voter, ça ne fonctionnera pas. Les péquistes, ils vont mentir et tout. Mais ils avaient trouvé d'autres questions qui pouvaient identifier ceux qui ne voulaient pas. Des questions qui pouvaient être assez anodines. Je ne me souviens plus exactement, mais c'était comme les trucs d'assurance, qu'est-ce qu'ils font avec toi. Oui, exactement, c'est ça. Donc, ça fait du sens. Non, c'est ça. Donc, à mon avis, il y a un énorme effort, parce qu'encore une fois, la valeur, une firme comme Léger, sérieusement, sa valeur ajoutée à l'heure actuelle, ce n'est pas de publier un PDF ou d'être capable d'envoyer un email à ses membres. C'est d'avoir cette liste de membres qui sont là-bas. Nous, si vous avez besoin d'un échantillon représentatif, on peut aller la trouver pour vous. Oui, puis je pense que ça a été souvent le cas. Léger, j'ai toujours eu de la misère à le voir taponner dans ses sondages. Je pense pas qu'il y a ça dans lui de faire ça. Je pense que par le passé, par contre, il y a plusieurs sondages légers qui n'ont jamais été divulgués. Ça, c'est arrivé souvent, puis c'est probablement... je pense que c'est ça que j'aime de Main Street présentement, ce qu'ils font dans l'élection provinciale. C'est systématiquement, chaque jour, tu vas avoir ton sondage. Pour nous autres, c'est pas compliqué de le faire. On le fait tous les jours. Vous allez l'avoir, que ça fasse notre affaire ou pas. Fait que je pense qu'ils ont éliminé énormément l'apparence de biais idéologiques dans leur méthode. Par contre, définitivement, il y a un biais méthodologique parce que c'est des bons vieux téléphones.
Mais tu sais, Léger, je pense que la réputation négative que Léger a auprès d'une certaine frange de la population, c'est qu'ils font dans leur tête l'association systématique entre Jean-Marc Léger, commentateur militant, et parce que quand c'est vrai que si tu suis son compte Twitter, c'est un champ de guerre. Là. Il n'y a aucune impartialité là-dedans, c'est certain. Ça paraît qu'il déteste profondément les libéraux, les conservateurs, et qu'il a un faible pour le Parti québécois et les autres parce qu'il vient d'une famille de péquistes, puis tout le monde le sait. Là. Mais ça, tu sais, je veux dire, ça n'entache pas. Si tu es un professionnel dans la vie, tu peux très bien avoir des biais personnels, puis ça n'influence pas ce que ton entreprise fait. Là. C'est pas lui qui fait la modération et tout. À peu près, au Canada, on est un peu unique dans ce cas-là où on a des combats sur Twitter entre les firmes de sondage, je veux dire, comme la direction. Et on voit jamais ça aux États-Unis, mais tu vois quelqu'un comme Quito Maggie qui est super libéral, qui aide les libéraux en Ontario et tout. C'est le gars de Ecos, ça? C'est le gars de Main Street. Non, Quito Maggie, c'est Main Street. Eco, c'est Frank Grave. T'as Nick Kovalis de Campaign Research qui, lui, est plus conservateur. Donc, ouais, ils se détestent. Et puis, effectivement, leur compte personnel sont incroyablement partisans, mais c'est pas eux qui font la modération. C'est pas eux qui font les sondages. Donc, comme tu as dit, il y a une différence. Tu as le président de la firme, puis tu as la firme, le boulot de la firme. Donc, si les gens n'arrivent pas à faire la différence entre les deux, bon, voilà, quoi. Tu peux voir le biais où tu veux, mais Jean-Marc Léger, effectivement, si tu regardes, tu sais, c'est pas difficile de savoir pour qui il vote. Jean-Marc Léger aussi, lui, il a une passion absolue pour ses chiffres. Et puis, si tu les critiques, il t'envoie un courriel le lendemain matin. Alors, je te garantis, je crois que c'était en 2014, j'avais écrit dans mon rapport le sort que Léger avait été la plus mauvaise firme, un truc comme ça. Il y a une élection où ils n'étaient pas bons. Le lendemain, il t'envoie un long courriel, puis genre, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. mais à la base, si tu dis que quand tu reconnais qu'il a été la meilleure, il t'envoie un courriel, puis il dit merci beaucoup, j'adore ton travail. Donc, ça, il est juste passionné. Donc, j'adore le gars, moi. Tu sais, comme les gens sont beaucoup moqués de lui. Je veux juste dire de quoi. Juste une question. Toi, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête. Qui commande? Parce que généralement, les sondages, il va toujours avoir dans le titre un sondage léger, Journal de Montréal, Journal Somme, Le Devoir. Puis tu as toujours le nom. C'est-tu possible des fois que c'est pas nécessairement Jean-Marc Léger qui décide de ne pas sortir un sondage? C'est le journal qui l'a commandé, pitch l'argent aux poubelles, dit regarde, finalement, on n'a pas de place, c'est pas le fun, pas intéressant. On n'est pas capable de faire un front page avec ça. T'as-tu déjà entendu parler juste du média qui commande, qui le pitch au poubelles? Les médias, quand ils payent pour un sondage, ils vont le publier parce qu'ils vont réussir à trouver une manière de le publier puis de le spinner de la manière qu'ils veulent. Je me souviens, quand j'étais encore au Journal de Montréal, il y a un sondage où je crois que c'était en 2014, les libéraux étaient largement en tête et ils avaient décidé avec le titre « Une course à 3 ». Genre, les sondages étaient 35, 20 cases et ça, c'est une course à 3. Donc, ils vont trouver un moyen de peut-être spinner les résultats. Ce que tu dis là, c'est incroyable. J'ai vu il y a quelques jours, on en avait parlé, moi et Yann, il y a un sondage qui est sorti, je ne sais plus si c'est Écosse ou peu importe. Là. Il y a un sondage qui est sorti au fédéral qui disait que bon, les conservateurs sont à 34, les libéraux 28. Et il y avait un média anglophone qui a titré genre Justin Trudeau, meilleur premier ministre encore selon les... parce que dans les questions, tu en avais une qui disait qui ferait le meilleur premier ministre et Trudeau arrivait en tête. Donc, ils ont spiné le sondage pour comme dire que Trudeau était encore en tête alors qu'il était comme 6 points derrière les conservateurs dans le sondage. C'est incroyable ce qu'ils peuvent faire en réalité avec prendre le chiffre. Tu sais, j'écoutais Anglade qui disait il y a quelques jours moi, ce que je vois des sondages, c'est que 62% des gens veulent plus de la CAQ. T'es là, OK. Façon de voir d'homme. Ouais, mais selon cette logique-là, elle devrait peut-être fermer sa gueule parce qu'il n'y a jamais eu plus que 40% des Québécois depuis 2008 qui voulaient du Parti libéral. Non. Je veux dire, selon cette logique-là, ils sont tellement bons pour. Je pense moi, j'aimerais vraiment qu'on aille ces commentateurs, là, parce que le nombre de fois qu'il y a de la bullshit que, les chefs vont dire, puis que je suis convaincu qu'ils ne croient pas, ils vont dire un truc sur un sondage. Comme je pense que PSPP avait fait ça, à Tout le monde en parle, il avait dit, si on regarde le Main Street, ils disent qu'on est à 14%, l'autre dit qu'on est à 12%. Puis à la dernière élection, Main Street était meilleur, mais là, tu regardais comme que l'autre élection d'avant, Main Street avait été pire. Puis là, c'est comme, peu importe, je me souviens pas dans quel ordre c'était, mais au final, il avait choisi comment est-ce qu'il présentait sa bullshit. Puis tu avais les commentateurs après que j'avais entendu la même ligne qui avait été répétée par un commentateur.
Puis ça m'écoeure de voir le manque de training qu'il y a. Puis le nombre de fois qu'il y a des affaires des enquêtes vraiment simples. Là. Je vais donner un exemple dans une seconde. Que des trucs vraiment simples ne tiennent pas la route. Le meilleur exemple, c'était Maxime Bernier quand il disait ça enlève des points aux conservateurs. Puis je me souviens, pendant l'élection, j'avais pris tous les sondages, puis j'avais regardé le pourcentage de vote qui allait au PPC, aux gens de Bernier, puis l'effet que ça avait sur le net gap, donc le gap entre un libéral et un conservateur. En fait, entre le PLC puis tu donnais les votes du PPC, tu les donnais aux conservateurs, dans tous les comtés. Ouais. L'idée, c'était... Ça ne changeait rien. C'est déjà des comtés gagnés d'avance. Non, mais je ne l'avais pas fait par comté, j'avais fait au national. J'avais juste pris tous les sondages comme population. Puis j'avais juste regardé si, techniquement, si le PPC monte puis qu'il volait des votes aux conservateurs, il devait réduire le gap entre les deux. Dans ça devrait être négatif, que ça soit positif ou négatif, le signe. Ça devrait rendre plus compétitif pour les libéraux, point barre. Puis là, tu faisais juste faire la régression du vote du PPC sur ce gap-là. Puis il y avait, dans un modèle, il y avait un effet, mais dès que tu contrôlais pour la maison de sondage, il n'y avait plus d'effet. Tu ajoutais le facteur du temps, là, il n'y avait plus d'effet non plus. Puis quand tu en trouvais un effet, c'était, je pense que 1 point de plus pour le PPC dans les sondages réduisait d'1/10 de point l'écart entre le PLC puis le Parti conservateur. Puis j'étais là comme, il n'y a aucune évidence très forte que le vote de Bernier enlevait aux conservateurs. Il y avait je pense que c'est vrai, ça. C'est si, mettons... La fin d'auto. Ouais, ben moi, je pense que le seul bout où c'est vrai, c'est ce que Yann vient de dire, puis ça va nous amener à l'autre sujet qu'on voulait jaser. Il y a eu des sondages, on les avait vus. Si tu demandais aux gens, mettons que Jean Charest est chef des conservateurs, et là, tu mesurais l'appui au Parti populaire et il grimpait. Ouais, il y avait clairement un lien entre les deux. Là. Mais tu sais, le nombre de fois, parce que l'exemple ici, là, c'est qu'il n'y avait pas vraiment d'évidence pour ça, mais le groupe qui poussait pour ça, c'était la gang Aaron O'Toole. Puis tu as la même chose aux États-Unis, où est-ce que tu avais les démocrates, les républicains dans les années 90 qui disaient que Ross Perot leur avait coûté l'élection, puis quand on faisait des enquêtes après, il n'y avait personne, il n'y avait aucune preuve de ça, ça avait l'air de s'être divisé 50-50. Puis là, mais par contre, aujourd'hui, tu vas dans les médias, tu vas encore entendre cette ligne-là. Tu vas dans les médias maintenant au Canada, tu vas encore entendre la ligne. Puis c'est fréquent le nombre de fois que le commentateur politique se fait. Ah, mais là, il mange la bullshit. J'en suis un commentateur politique, puis on l'a dit. Le commentateur politique statistiquement incultivé. Ouais, OK. Mais ça reste quand même que. Je pense que pour l'élection, ce que tu dis, tu as 100% raison. Par contre, la fin de règne à O'Toole, c'était assez évident que le Parti conservateur du Canada baissait pendant que Bernier montait. Puis c'est là qu'ils ont paniqué, les conservateurs, puis qu'ils l'ont calissé dehors, avec raison. Parce que là, le lien était clairement établi. Ça sortait à grande porte du Parti conservateur. C'est arrivé. Non, je suis d'accord. De manière générale, je crois que cet enjeu, le problème qu'on a au Canada, c'est qu'on a des sondages, mais qu'ensuite, l'analyse que l'on fait de ces sondages et des raisons pour lesquelles les intentions de vote ont changé, on n'a jamais vraiment d'analyse correcte et vraiment robuste avec des données et tout. En gros, tu as un analyste quelque part qui va venir, qui va dire « Oh, ben, s'ils sont allés en haut, c'est parce qu'ils ont dit ça ou parce que l'autre a dit ça. » Et on ne teste jamais pour ça. Les sondeurs eux-mêmes sont super coupables de ça. Crop, la presse, quand ils faisaient leur sondage, ils adoraient inventer des raisons, alors même qu'ils n'ont jamais posé la question aux gens « Pourquoi vous votez de cette manière ?» Donc, je pense, par exemple, si l'année passée, quelqu'un a dit « Oh, ben, Erin O'Toole a baissé parce qu'il a flip-floppé sur les armes à feu. » On n'a jamais posé, il n'y a aucun sondage qui a absolument posé la question « Est-ce que cela influence votre vote? Est-ce que vous avez changé votre vote en raison de ça? » Mais il y a 2 personnes qui ont dit cette théorie, puis maintenant, c'est un fait. C'est un fait, puis tout le monde va courir avec cette théorie. Si tu compares aux États-Unis, où ils auront beaucoup plus de données, beaucoup plus d'analyses. Aux États-Unis, si quelqu'un dit « Defund the police » a coûté aux démocrates, tu vas avoir 50 personnes sur Twitter et des scientifiques, des académiques qui vont aller trouver des sondages, des exit polls et tout, puis ils vont faire des focus group et ils vont vraiment faire de la recherche, vraiment pousser pour vraiment savoir si c'était ça la cause ou pas. Au Canada, on n'a pas, je dirais, le seul moyen de faire ça, c'est genre une étude électorale et on publie à peu près rien. On n'a toujours pas celle de l'année passée. Il nous manque quelque chose de vital au Canada que les Américains ont.
la capacité de parier sur les élections. Ça aussi, j'ai toujours... Légalement parlant, ouais. J'ai toujours apprécié... moi, j'ai parié avec Yann Rochdy, là, je veux juste le dire. Ouais, c'est ça. Mais t'as aussi, Yann, mais t'as aussi les données, tout ce qui est données, entre guillemets, communauté ethnique. Là. Aux États-Unis, tu peux voir la ventilation des sondages par... ici, bon, t'as le traditionnel francophone, non francophone, mais tant qu'à moi, ça veut rien dire, là, cette catégorie-là. Un Haïtien qui vit à Montréal, c'est un francophone, mais je pense pas que c'est à ça que les gens pensent nécessairement quand ils parlent du vote francophone. Là. Mais, tu sais, puis pourquoi je dis ça, c'est que ça a donné lieu au fil du temps à toutes sortes de commentaires un peu étranges. Là. Tu sais, comme, je ne sais pas si vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps, puis même on entend encore ça des fois, là, genre les libéraux sont pour l'immigration parce qu'ils importent des voteurs. Là, t'es comme, ils ont dû mal les importer, hein, parce que plus ça va, plus ils baissent dans les sondages. Fait que d'après moi, ça ne doit pas être terrible comme je pense que le défaut majeur de la plupart des commentateurs politiques, c'est qu'ils comprennent quand même assez mal la manière qu'un électeur fonctionne. Ouais. Tu sais, je veux dire, il ne faut pas oublier qu'on a 40% de non-participation aux élections à peu près. Là. Moi, j'ai toujours vu l'électeur comme fondamentalement étant très biaisé vers un parti politique. Ce qui change d'élection en élection, c'est son niveau d'intérêt à voter pour oui ou non à son parti. Donc, je vois plus l'électeur comme une switch on-off. Donc, si fondamentalement je suis péquiste, ça se peut que je n'ai pas le goût d'aller voter, puis je suis à off. Ouais. Puis si mon chef me fait plaisir, puis j'ai des affaires qui me motivent vraiment, je vais être à on, puis je vais y aller. Alors qu'il y a des sondages, ce que ça nous donne toujours comme impression, comme on enlève complètement l'indécis et tout ça, c'est que le libéral, il change d'idée pour aller à la CAQ, qui change d'idée finalement pour aller à la QS. Ouais. C'est pas ça pantoute. C'est pas même pantoute que les électeurs fonctionnent. Là. Il y a plein de recherches aux États-Unis sur le swing voter qui n'existe pas, puis c'est toute une question de participation. Donc, au final, je pense que c'est un petit peu entre les deux, mais effectivement, on a pas mal d'évidence que la plupart des variations, c'est pas entre partis, c'est entre partis et non-voteurs. Donc, comme je dis, on l'a aux États-Unis, on l'a au Canada. Si tu regardes, par exemple, 2008 à 2011, quand Harper a gagné sa majorité, je ne crois pas qu'il y a tant de personnes qui sont passées des libéraux aux conservateurs. C'est pas, si tu regardes les chiffres et tout, pas au pourcentage, mais le nombre total. Donc, non, je crois qu'on oublie cela et tu as complètement raison. Tu regardes la CBC, puis eux, ils ont vraiment ce mode, il y a un clivage gauche-droite, les gens sont rationnels, puis si tu es un 7, ben maintenant, tu vas aller ici ou tu vas aller là, tu vas sauter. Donc, ils analysent ça ils analysent la politique pour les personnes comme eux. C'est ça. Donc, ils votent toujours. Ils pensent comme eux. Et puis, ils pensent que parce qu'ils vivent dans une petite clique où quelqu'un comme Poilievre, ils n'aiment pas. Donc, ils pensent que tout le monde ne va pas aimer Poilievre comme eux. Puis, tout le monde va aller chez les libéraux. Mais ça, c'est pas ce que les données nous donnent et c'est pas ce que l'histoire va probablement nous montrer. Donc, c'est cette déconnexion entre les analystes et puis les lecteurs moyens. J'aime bien comment tu as présenté ça parce que ça montre un peu. Puis là, je vais être un peu cruel, là, mais tu as présenté ça comme une ligne. Une ligne, c'est unidimensionnel. Puis c'est tellement fréquent que dans les médias, je les vois essayer de tout comprimer des espaces bien plus complexes, des dimensions additionnelles sur une ligne, puis ça fait aucun sens. Tu sais, je peux imaginer genre un gars qui est hyper libertarien aux États-Unis, qui le choix est entre voter Trump ou Hillary Clinton. Je veux dire, lui, dans sa perspective, il pourrait être plus proche techniquement de Trump si tu lui demandes de pondérer genre ses opinions, puis il aime bien plus la liberté économique. Puis peut-être que, OK, d'accord, il est plus proche de Trump en distance effective, mais il haït tellement quand même Trump qu'il va juste faire comme fuck it, man, mon choix, c'est pas entre les deux, c'est entre trois choix. Fuck you, je reste chez nous, puis je fais whatever. Puis j'ai toujours cette espèce de frustration-là avec les commentateurs médias que dans leur tête, là, il existe peut-être 2 dimensions au maximum aux décisions des gens. C'est-à-dire, s'il faut que je vote, je vais voter sur t'es-tu souverainiste ou fédéraliste, es-tu gauche ou droite, puis c'est tout. Naturellement, c'est juste tu ne peux pas sauter. Tu ne peux pas sauter de là à l'autre. Il voit toujours le monde comme si tu es ici, tu vas aller au plus proche. Mais dans les faits, les gens, ils passent de là à ici, à là. En fait, si on prend l'élection québécoise qu'on vit présentement, ça me fait penser quand même beaucoup à l'ADQ 2007. Puis, à l'ADQ 2007, tu savais que l'ADQ allait avoir un bon résultat parce qu'après 4 heures,
les bureaux de vote étaient full avec des lignes très longues pour aller voter. Fait que on sait que cette démographie-là votait à DQ. On sait que cette démographie-là, généralement, elle ne vote pas si souvent que ça parce que c'est eux autres qui ont les enfants, sont dans le jus, ils n'ont pas le temps d'aller voter. C'est probablement la démographie qui paye le plus grand coût politique, le plus grand coût économique pour aller voter. Donc, quand la file d'attente est longue après 4 heures le soir, c'est tout le temps bon signe pour le parti qui score dans cette démographie-là, ce qui était l'ADQ à l'époque, ce qui va probablement être les conservateurs aujourd'hui. Fait que les conservateurs vont savoir, dans ma tête, la prochaine élection, s'ils vont avoir un bon score juste aux alentours de 5 heures le soir, quand ils vont visiter les bureaux de vote, puis ils vont voir qu'est-ce que ça a l'air dans les bureaux de vote. Si c'est désert, fermez votre TV le soir, vous n'aurez pas de fun. On précise pour les auditeurs qu'on a enregistré ça le 22 septembre. Ouais, donc, si vous vous demandez pourquoi il parle de ça, ben c'est parce que ça a été fait avant. Mais moi, pour rebondir sur ce que tu dis, Yann, là, puis on va aller sur les prédictions de la chefferie conservatrice après. Là, quand tu as l'impression qu'il n'y a pas d'enjeu dans une élection, moi, je pense que c'est là que tu vas avoir les taux de participation très bas. Parce que, tu sais, en ce moment, l'enjeu, là, c'est qui serait l'opposition officielle. Mais as-tu envie de sortir voter, toi, pour décider c'est qui l'opposition officielle? Tu sais, tu regardes, là, tu vas sur Too Close to Call, Québec 125, 100% de chance de réélection de la CAQ, 0% pour tout le monde. Mais ça peut être un truc dangereux aussi pour le parti qui est au pouvoir, dans le sens que moi, je pense que les voteurs caquistes, la dernière fois, je te dis pas que ça va changer quoi que ce soit, là, mais moi, je m'attends à ce qu'il y ait un taux de participation bas parce que les voteurs caquistes, la dernière fois, là, il y en avait beaucoup qui étaient motivés par on sort les libéraux de là, puis ils voulaient s'assurer que ça arrive. Là, genre, moi, je présume qu'il y a beaucoup de gens que si tu leur demandes, je pense que je vais voter pour la CAQ, il n'y a personne qui me séduit dans l'opposition. Mais quand tu sais que de toute façon, c'est ça qui va arriver, là, pourquoi tu te lèves et tu te déplaces le soir du vote? Là? Ça, c'est la variable qu'on ne sait pas. Je rappelle le 22 septembre, au moment. Peut-être qu'il y a eu un taux de participation record, puis qu'en ce moment, j'ai l'air con, là. Mais moi, je ne m'attends vraiment pas à un haut taux de participation. Non. Ça va être comme l'Ontario. Tu regardes l'Ontario, c'est quoi, il y a 2 mois? Leur taux de participation était sous les 50%. Puis on ne parle pas assez de ça. Tous les analystes et tout, ils étaient là. Oh, regarde, Doug Ford, il sait comment gagner en Ontario et tout. Ben oui, je veux dire, puis ça m'amusait. Ils sont toujours là. Bon, les conservateurs fédéraux devraient apprendre de Doug Ford. Je dis, OK, donc, leçon numéro 1, assure-toi que la participation est 40%. Leçon numéro 2, assure-toi que les 2 chefs d'opposition, ils sont nuls, puis ils ont personne. Donc, OK, ouais, c'est ça. Je veux dire, écoute, si tu repasses Justin Trudeau par Stephen Del Duca, moi, je pense qu'Erin O'Toole, il gagne l'élection l'année passée. Donc, je veux dire, c'est pas. Au final, c'est complètement non pertinent. Donc, non, au Québec, on va avoir une participation un peu plus élevée qu'en Ontario parce que de manière traditionnelle, les Québécois votent davantage. Mais c'est une élection qui est plate. C'est une élection qui n'a aucun enjeu. Effectivement, l'enjeu principal, les seuls qui vont être motivés, c'est ceux qui aiment vraiment chaque parti. Puis peut-être Québec solidaire, ça devrait les avantager parce qu'eux sont militants, comme Yann a dit. Puis ils voient cette chance peut-être unique de former l'opposition officielle. Donc je m'attends à ce qu'eux vont être capables à sortir leur vote. Mais les autres, je m'attends à voir quand même un petit peu plus de taux de participation que d'habitude, moi, pour la simple et bonne raison que pour une rare fois, l'échiquier politique semble complet. Je pense pas que le PQ est nécessaire dans l'équation. 4 partis seraient suffisants pour avoir l'échiquier politique complet. Mais tu sais, je veux dire, on a 2 axes au Québec. C'est gauche-droite principalement, puis pas nationaliste, souverainiste et fédéraliste. Là. Ben, si tu fais le quadrant québécois avec ça... L'axe Caribou, pas Caribou. Ouais, exact. C'est ça. Yann, Frank, il nous faut le son, là. Un peu, là. Continue, Yann. Ben, tu sais, je pense que là, l'échiquier politique en étant complet, ou la mosaïque politique est complète, ça va amener un petit peu plus de participation à cause de ça. C'est pas le bon. Ah non, excuse, c'est pas le bon. Ça, c'est la magie de la CAQ. Fait que c'est peut-être la seule raison pourquoi je verrais une plus grande participation, mais en même temps, c'est vrai que, puis Frank, là-dessus, tu as raison, les taux de participation sont meilleurs quand les enjeux sont importants et en plus, le vote peut compter réellement. Donc, à la marge, il va avoir un impact. Le référendum de 95, ça participe beaucoup parce qu'il y a un vrai enjeu. Là. Puis tu sais pas c'est quoi l'issue. C'est serré. C'est serré. Et tu sais, là, en tout cas,
je vois pas comment il y a quelqu'un qui peut voir un grand enjeu là-dedans, là, à part peut-être dans peut-être certains comtés. Ah ouais. C'est sûr que si tu restes dans Chauveau, tu vas voter, tant qu'à moi. Ouais. Mais, ou mettons dans Tachereau ou dans certains Sherbrooke, places, ouais. tu sais que tu veux vraiment que ce soit ton candidat. On dit ça pour Chauveau, mais je veux dire, tu vas voter juste si tu as une sensibilité un peu plus au centre-droit. Si tu es de la gauche dans Chauveau, tu restes chez vous. Là. Exact. Ouais, c'est vrai. Hey, juste pour le fun, quand on parle là, du taux de participation, il y a toujours l'espèce d'argument, puis ça, je l'avais entendu une couple de fois, qu'il faut interdire les sondages pendant la campagne électorale ou quelque chose comme ça, parce que ça démotive certains participants ou ça en motive plus. C'est vrai, on entend souvent ça. Ou ça influence les intentions de vote, ouais. Ça a-tu vraiment une influence, les sondages, sur le comportement des gens? Je ne sais pas c'est quoi il y a pas mal de recherches aux États-Unis, il me semble. Je crois que, par exemple, les recherches les plus récentes montraient qu'en 2016, les projections avaient eu un peu une influence pour... les gens sont idiots, des fois, ils ne comprennent pas les probabilités. Donc, je crois qu'il y avait un ou deux papiers faits sur le fait que quand on dit « Oh, Hillary Clinton a 80% de chances de gagner », les gens ne savent pas comment interpréter cela. Ils pensent que ça veut dire que c'est assuré. Donc, après, il y a peut-être eu un petit effet. Mais c'est tellement fascinant ce que tu viens de dire là, parce que je me rappelle, effectivement, le 80% de chances de gagner venait peut-être d'agrégateurs comme vous, de projections, mais venait aussi des odds, les fameuses odds de bet, les paris en ligne. Moi, je les voyais, ces affaires-là. Puis j'ai toujours, tu sais, put your money where your mouth is. J'ai toujours pensé que quand les gens mettaient du cash pour déterminer l'élection, le data était d'excellente qualité à cause de ça, principalement. Les marchés prédictifs du pari, ça a un impact qui est vraiment bon. Puis les odds étaient à peu près ça, effectivement, 80% de chance que Hillary gagne. Ça ne veut pas dire que c'est impossible que Trump gagne. Tu sais, 20% de probabilité, c'est quand même assez élevé. Si je vous annonce que demain matin, vous avez 20% de chance de mourir du cancer qu'on vient de vous diagnostiquer, vous ne dormez pas de la nuit, vous avez la chienne. Tu ne montes pas dans un avion avec 20% de chance de crash. Non, c'est clair. Mais si tu regardes par exemple 538, après ces papiers et cette analyse, je crois qu'ils ont changé un petit peu comment ils présentent, puis ils ont ce petit renard cartoon et tout, où ils essaient d'expliquer comme si tu étais un gamin, et puis ils essaient d'expliquer, au lieu d'utiliser des pourcentages, ils utilisent genre des 2 sur 5, un truc comme ça, des fractions et tout, juste parce que des fois, les gens sont juste pas capables d'interpréter des pourcentages correctement. Ça m'amuse beaucoup, moi. Mais bon, après, l'impact complet sur l'élection, je pense que ça va être assez minime. Ouais, moi aussi. Il faut qu'on parle, Vincent, du... allons-y. Avant qu'on passe à la partie Patreon, là, il faut qu'on parle, Brian, des prédictions que tu avais faites sur Too Close to Call pour la chefferie conservatrice. Tu donnais 63% à Poilievre, 18%, je l'ai dit parce qu'il y a des gens qui sont juste à l'audio, 13% pour Leslyn Lewis, ça je crois que c'est Roman Baber, 3%, et Scott Hutchinson, 2%. Et finalement, les résultats, je ne les ai pas devant moi, les résultats finaux, mais de mémoire, c'est quoi? C'est 68, 13? 16, 10. Ouais. C'est très proche. Très, très proche de la réalité. Là. Puis on en parlait avant qu'on commence le podcast, là, dans la partie où on n'aurait jamais pu publier ça. On disait, écoute, il y avait des gens qui essayaient de spinner que Charest avait des bonnes chances de gagner. Puis là, le fait qu'on ait retiré, comment il s'appelait, Patrick Brown de la course, tous les supporters de Brown allaient à la Charest, il allait gagner tous les comtés du Québec, alors que finalement, j'ai présenté l'autre fois dans le podcast, Yann, tu t'en souviens, la carte du Canada. Ils ont juste fait une petite erreur. Il a gagné tous ses comtés au Québec. Non, il a gagné un à Toronto. University Rosedale, il a gagné. Excuse-moi. Il a gagné University Rosedale et Ottawa Center. Je crois qu'il a gagné 2 hors du Québec. Il a gagné 5 ou 6 comtés, je pense, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, je crois. 8, c'est ça, 330 pour Poilievre et 8 pour Charest, je crois que c'était. Ouais, je pense que c'est ça. Une catastrophe. Non, c'est ça. J'étais très content avec ces projections. Petite sous-estimation de Poilievre, mais bon, on est dans les intervalles. Il y a beaucoup de gens qui pensent toujours que les courses à la chefferie, on ne peut pas prédire parce qu'on ne peut pas faire de sondage des membres. Il y a un système de poids et tout. Mais dans les faits, ce n'est pas le cas. J'ai couvert beaucoup de courses à la chefferie.
bon, j'avais Bernier qui gagnait en 2017, mais il y avait quand même des choses pour Andrew Scheer. Donc, il y a des variations. On est moins précis que pour une élection générale ou une élection normale, mais c'est absolument possible de prédire tant qu'on a des données. Les meilleures données, c'est vraiment le financement. Parce que, écoute, c'est une chose de répondre à un sondage et de dire je vais voter pour ce gars ou pour ce parti, mais si tu veux vraiment avoir un bon indicateur de commitment de quelqu'un, c'est si tu as donné 25 $ à la personne. Si tu prends le temps de donner de l'argent à quelqu'un, ça te donne vraiment une bonne idée. Donc, ces projections sont essentiellement basées sur le financement qu'on a d'Élections Canada. C'est quoi? C'est 60 000 personnes quand même. Donc, c'est une énorme base de données où on a vraiment beaucoup de personnes qui ont donné. Et effectivement, on le voyait, Charest avait aucune chance. Il n'y avait pas juste le financement. Tu prenais les tendances sur Google, Charest était loin derrière. Les quelques sondages auprès des membres ou des électeurs, Charest était loin derrière. Donc, il n'y avait même pas de réseau social, Brian. Moi, ça, je l'avais souligné dès le départ. Ouais. Le gars n'avait pas de page Facebook ni de compte Twitter. Imagine à l'époque où, en plus, tu fais face à quelqu'un qui est une machine des réseaux sociaux, qui avait une chaîne YouTube avec je ne sais pas combien de milliers de personnes qui voyaient des vidéos à 50 000 vues, 100 000 vues, 120 000 vues. Je veux dire, je comprends là, que ce n'est pas nécessairement tout le monde. Là, ça rejoint peut-être plus les jeunes. Mais ça dénote quand même quelque chose. Là, je veux dire, surtout pour une course à la chefferie. Pour une élection générale, il y a beaucoup de gens des normaux qui ne vont pas être sur Twitter et tout. Donc et puis, ils vont quand même aller voter par ça, devoir civique. Mais une course à la chefferie, c'est vraiment un truc qui... Même avec 600 000 personnes, c'est quoi? C'est même pas... C'est 2% du Canada, un truc comme ça, quoi. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment une affaire de personnes qui sont très motivées. Effectivement, si tu commences, puis tu n'as personne sur Twitter et tout, t'as aucune chance. Et, il aurait pu faire une meilleure campagne, Charest, s'il avait, par exemple, de meilleures personnes autour de lui. Ces personnes qui géraient son compte Twitter et qui spinaient pour lui sur Twitter sont absolument terribles. Je suis persuadé qu'elles ont fait... elles ont probablement causé Charest de faire pire que ce qu'il aurait fait sans ces personnes-là. Mais il n'avait aucune chance de gagner au final. Il aurait pu faire plus que 20% avec une meilleure campagne et s'il ne fait pas quelques erreurs ici et là. Mais il faisait face à un monstre, vraiment, en termes de capacité électorale auprès des conservateurs. Moi, ça m'amuse. On entend souvent, Patrick Brown aurait gagné s'il ne s'était pas fait disqualifier, ou Ronald Ambrose aurait gagné s'il s'était présenté et tout. La réponse est non, non et non. Il n'y a personne qui pouvait battre Poilievre. Il y a 2 personnes au Canada qui, je pense, auraient eu une chance de battre Poilievre s'il s'était présenté. La première personne, c'est Stephen Harper, s'il avait décidé de revenir en politique. Et là, je pense que ça aurait peut-être été 50-50. Et même là, je pense que j'aurais parié sur Poilievre à l'heure actuelle. L'autre personne, si je devais essayer de trouver une personne dans le monde qui aurait pu battre Poilievre, Jordan Peterson. Je pense que si Jordan Peterson décide, je me lance en politique et je me lance dans cette course avec son following et tout, je pense qu'il aurait une petite chance. Mais n'importe qui d'autre, aucune chance. Zéro. Absolument zéro. Ah non, c'est incroyable. Excusez, Yann, j'ai même entendu Charest dans une entrevue qui a donné, je ne sais plus exactement quand, il disait « Ah, vous savez, les donateurs, je ne regarde pas ça, moi. Puis les cartes de membres, parce que quand Andrew Scheer a gagné, je pense qu'il y avait moins de donateurs, ou il avait vendu moins de cartes de membres qu'un autre. Mais tu sais, j'étais allé voir les chiffres, c'était pas genre 4 fois moins. Là. Non, c'est ça. C'est ça la force, c'est le bout qui a oublié. 40 et c'est devenu 50-50, effectivement. Non, c'est ça. C'était aussi un crowded field aussi là, en 2016-17, right? Ouais. C'est ça? 2017. Il y avait 10 candidats. Mais la défaite, moi, je pense que Charest a avoué lui-même sa défaite. Puis peut-être que je me trompe, là, mais moi, c'est là que dans ma tête, ça a vraiment été confirmé. La journée où il a exigé d'avoir un autre débat. Ça, c'était pour moi l'aveu. Parce que, écoute, il n'y a aucune personne qui est en avance puis qui sait qui va gagner, qui va faire. Mais là, c'est pas juste qu'on n'ait pas un autre débat, que j'ai pas eu le temps de mettre mes idées. C'est ça, c'était 3 débats, la fois 4e. Surtout que les débats étaient tellement mal organisés, en toute franchise. J'ai essayé d'écouter 5 minutes de chacun puis j'étais plus capable. Mais as-tu vu le débat que Pierre... rien. T'as-tu vu le débat que Pierre a refusé? Celui dans le motel 8, où ils sont une table. C'était pas beau, là. Même Leslie Lewis est pas allée parce que c'était trop de la merde. Personne ne voulait y aller. Honnêtement, les gens ne me croient pas là-dessus, mais vu que je suis allé rencontrer tous ces candidats et tout, puis que je suis devenu quand même ami avec certains et tout, je peux te garantir qu'il n'y a personne qui voulait ce débat par Jean Charest. Je parlais à Scott ou à Roman,
Puis c'est là, on doit aller au débat la semaine prochaine. On va y aller vu qu'on ne peut pas se permettre de dépenser 50 000 $ comme Leslie Lewis ou Poilievre. Mais personne ne le voulait. La seule personne qui était motivée par ce débat, c'est Charest. Honnêtement, ils auraient juste dû tout ça. Moi, si j'avais été Poilievre, j'aurais dit aux autres candidats, je vais payer votre contravention juste pour emmerder Charest. Il aurait dû seulement lui dire, laissez Charest aller, il aura le Charest show pour 90 minutes, 90 minutes. Je pense qu'il a bien fait de le laisser aller parce que quand la photo est sortie de ce débat-là, on n'avait pas besoin d'entendre qu'est-ce qui se disait. Juste ça faisait assemblée de cuisine. Là. C'était organisé chez Georgette. Là. Ça faisait dur. Puis après, non seulement ils ont fait un 4e débat, Charest a non seulement voulu un débat, il a voulu que ce débat soit bilingue. Attends, t'es vraiment petit comme personne. Écoute, moi, je suis bilingue. Je crois fortement que si tu veux être chef d'un parti fédéral, tu dois être bilingue. Je l'ai dit plusieurs fois. Je l'ai dit à Scott Aitchison en personne. Je lui ai dit, vous n'êtes pas assez bilingue, vous ne devriez pas être chef. C'est aussi simple que ça. Donc, je lui ai dit, donc je ne suis pas un hypocrite. Mais quand tu fais un débat, puis que le seul autre gars qui peut parler français te dit, je ne viens pas, puis que tu continues à insister, je le veux en français, tu es vraiment une mauvaise personne. C'est vraiment petit. C'est quoi? La moitié le débat est déjà inutile, mais la moitié va être encore pire. Tu oublies des gars comme Roman Barber, qui est un immigrant à ce pays, qui a déjà dû apprendre l'anglais premièrement, puis tu l'obliges à apprendre le français pour ce débat. Je veux dire, c'est pathétique. Ils auraient juste dû lui dire, écoute, Charest, tu y vas, on te donne 2 heures, tu peux dire tout ce que tu veux, puis tu es content après, jure. Ouais, stationnement. En fait, personne ne comprend trop qu'est-ce qui a été fait là, dans cette course-là. Ben, je pense qu'il y a juste avant qu'on fasse le. Ouais, vas-y, Yann. Il a juste sous-estimé Pierre Poilievre. La réalité, c'est que tu sais, c'était pas la première course à la chefferie depuis une couple d'années, les conservateurs. Les conservateurs se cherchaient énormément. Là, on a eu Scheer, on a eu O'Toole. Et je veux dire, quelqu'un qui voyait pas le phénomène Poilievre se créer, là, qui n'était pas au fait de ces choses-là, donc Charest n'étant pas sur Twitter, ça se peut qu'il n'était pas au courant du phénomène qui se passait, ben, tu peux rester surpris, parce que c'est un bulldozer. Je veux dire, Erin O'Toole puis Andrew Scheer. Puis encore là, je pense que c'est un bulldozer en 2022. Je ne suis pas tant sûr qu'on est prêt à ça en 2016-2017 avec les conservateurs. Probablement pas, non. Parce que l'alignement des planètes pour Poilievre était quand même parfait. Parce que oui, il y a sa gestion des médias sociaux, mais il y a aussi les thématiques qui touchent les Canadiens pour de vrai présentement, sont directement alliées avec des choses pour lesquelles il parle lui-même depuis 4-5 ans. Mais tu sais, Yann, il y a juste... Ouais, vas-y. Non, mais j'allais dire, quand tu n'as pas de réseau social, puis que tu regardes, OK, c'est contre qui je vais aller me prendre, il y a 250 000 abonnés sur sa chaîne YouTube et la vidéo qu'il a publiée qui s'appelle « I'm running for Prime Minister », 2 millions de vues. Elle a 760 000 vues. Et toi, tu fais des vidéos qui crochent. Tu sais, je comprends pas comment tu peux sous-estimer après. On est quand même au Canada. Là. On n'est pas genre... Mais il y a quand même un truc bien plus simple. Il y a quand même aussi la question, ces personnes autour de Charest lui-même n'avaient aucune idée de ce à quoi ressemble le Parti conservateur moderne. Moi, je suis convaincu que ce qui est arrivé, c'est qu'il y a certains boomers et il y a certains analystes politiques qui sont tous au-dessus de 50 ans, qui sont allés voir Charest et qui lui ont dit, écoute, on veut quelqu'un qui peut gagner, tu vas être notre sauveur, tu vas gagner. Mais ils ont pas réalisé que c'est un parti où il y a 2 ans, c'est un parti qui a voté pour Leslie Lewis il y a 2 ans, en termes de vote. Elle avait gagné le vote populaire. Donc, l'idée qu'un parti où il y a 2 ans qui a voté pour Leslie Lewis allait voter pour Tasha Keridine ou Jean Charest, c'est ridicule. Ça montre une méconnaissance complète du champ de bataille. Mais juste un truc aussi, peut-être que Poilievre avait... La meilleure raison d'attendre pour te présenter, c'est que c'est rare qu'un parti perd. Je pense que si je regarde toutes les élections au Canada, il y a, je pense, une fois qu'un gouvernement a perdu l'élection après avoir gagné une majorité écrasante. La shot d'avant, je pense que c'est Diefenbaker en 62 ou quelque chose comme ça. Je veux dire, juste par vertu de l'usure du pouvoir, c'est peut-être mieux de te présenter quand ça fait longtemps que l'autre est là que d'être le premier chef après une victoire. Parce que, mentons-nous pas, la victoire de Trudeau en 2015 était écrasante. Là. C'était quoi? C'était 215, 230 sièges, quelque chose comme ça. Sur une... 188, je crois, mais c'était 40%.
Sur une chambre de 338, c'est une majorité. Ça s'était passé dans les 2 dernières semaines. Mulcair avait été largué par les médias complètement. Puis Trudeau était parti sky's the limit. Là. Au Québec, c'était les derniers jours. C'était genre à chaque jour avant l'élection, je crois que c'est genre plus 2, plus 3%. Genre, ils étaient à 30, ils ont fini à 40. C'était incroyable 2 jours plus tard. Écoute, je te garantis que 2015, mettons, le chef des conservateurs, excuse-moi, 2015-2019, c'est soit Bernier ou Charest ou le bon Dieu, ils auraient tous perdu. Oui. Il n'y avait aucune chance que... Je ne peux pas imaginer le premier chef après une défaite là, contre un gouvernement majoritaire, tu ne peux pas gagner. Fait que si tu as juste un peu de talent, tu dois attendre un tout petit peu. Même chose que si tu deviens chef d'un parti, que ça fait longtemps qu'il est au pouvoir, tes chances de gagner. John Turner, massacre électoral, Kim Campbell. Kim Campbell. Bernard Landry après Lucien Bouchard. À un moment donné, le temps a fait son œuvre. Là. Ah ouais. Bon, on passe au Patreon? Oui, on passe au Patreon. Fait que rejoignez-nous tout le monde, ceux qui s'intéressent. Patreon.com/iSénéchal.